La vidéo que vous allez regarder est un extrait d'une émission intitulée Décrypter l'Afrique que je produis avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7, comme le fait également en Afrique et en Europe la chaîne de télévision Vox Africa. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain. Si vous êtes un spectateur du média, passionné ou curieux d'Afrique, vous pouvez voir d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, une chaîne YouTube dont vous pourrez voir le lien en description de cette vidéo. La sécurité des Français se joue en Ukraine. La Russie est l'adversaire. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 et à France 2 et a haussé le ton face à Vladimir Poutine dans un contexte de risque d'effondrement du front ukrainien. Il a très subrepticement évoqué l'Afrique. C'est le président de la Fédération de Russie qui, aujourd'hui, est pris dans une dérive personnelle, répressive et autoritaire dans son pays, et qui a fait le choix, ces dernières années, de manière accrue ces derniers mois, d'être une puissance de déstabilisation en Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité, et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opération, du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie est une puissance qui déstabilise. Vladimir Poutine, avant, avait été plus loquace au sujet de son face-à-face avec la France sur le continent. Он решил таким образом отомстить России за то, что мы наступили ему на хвост в Африке, а нам там нужно было стоять, бояться. Как-то он, наверное, не ожидал, что мы будем столь активны. Да, я думаю, что обида какая-то есть, но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему, мы не лезли в Африку, не выдавливали оттуда Францию. Мы их не трогали, там, бывших французских колонизаторов в этих странах. Ну да, я даже говорю это без иронии, потому что во многих странах, где Франция исторически была метрополией, ну, с ними не очень хотят иметь дело. Мы здесь ни при чем. Ну, так, наверное, так удобнее на кого-то обижаться, не видя при этом своих собственных проблем. Ну, может быть такая острая реакция, достаточно эмоциональная со стороны французского президента, связана в том числе и с тем, что происходит в некоторых африканских государствах. Alors, Vladimir Poutine donne l'impression de se moquer, de frapper là où ça fait mal, en parlant des revers de Paris dans son ancien précaré, aussi de parler aux Africains pour accroître la défiance contre la France, alors qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment focalisé sur, disons, les relations entre la France, l'Afrique et la Russie. Geneviève. Non, effectivement, Emmanuel Macron a focalisé strictement sur l'Europe, la question de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, puisque pour lui, cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine, cette agression de l'Ukraine par la Russie est le prémisse éventuellement à quelque chose, à une conflagration beaucoup plus générale sur le continent européen dont les Français pâtiraient directement. Vladimir Poutine fait de l'Afrique un nouvel espace d'influence majeur pour lui. Pourquoi ? Un espace de compétition aussi avec la France. C'est un espace de compétition avec la France, clairement, mais c'est aussi un espace d'influence pour lui. Moi, je pense qu'effectivement, l'Ukraine est essentielle, aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Vladimir Poutine. Je pense que l'une des choses que Vladimir Poutine cherche en Afrique, au-delà de la prédation de ressources, au-delà du soutien à certains régimes, à certains dictateurs, etc., c'est aussi avoir des alliés dans sa politique expansionniste en Europe. Et effectivement, en s'alliant le Mali, en s'alliant le Niger, il a, lors de votes essentiels aux Nations Unies, des gens qui vont être avec lui. C'est ce que faisait la France autrefois. La fameuse France-Afrique, c'était aussi ça. Hein. C'était je protège un régime, je protège un dirigeant, et en échange de ça, tu m'assures sur la scène internationale et notamment lors des votes majeurs aux Nations Unies, tu m'assures ton soutien. Je pense qu'il y a de ça chez Vladimir Poutine dans sa relation aujourd'hui avec le continent africain. On n'en parle pas beaucoup, mais ça me semble être un élément essentiel de sa volonté de présence sur place. Et quelque part aussi, il se pose en leader du Sud global, au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique est aussi une manière de montrer qu'il
a la capacité de parler au Sud ce que les Occidentaux peuvent de moins en moins. Alors, effectivement, il se pose comme défenseur de certaines valeurs traditionnelles. Et ça, les Africains, certains Africains en tout cas, peuvent être sensibles à ça, face à un Occident supposé un peu dépravé, supposé soucieux de vouloir impulser ses valeurs, colporter ses valeurs à un continent qui n'en voudrait pas. Moi, ce que je trouve très paradoxal quand même dans le mouvement, je dirais, néo-panafricaniste aujourd'hui, c'est ce soutien à quelqu'un qui nie à un peuple sa capacité d'exister. Le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, qui nie à un pays, qui nie à une nation jusqu'à son existence même. Donc, on réclame une souveraineté réelle, une indépendance davantage affermie chez nous, mais en même temps, on cautionne, on accepte, on comprend que, en Ukraine, ça ne s'applique pas aux Ukrainiens, cette règle du jeu-là. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement curieux. Ce que je vois dans ce mouvement que j'appelle néo-panafricaniste, c'est effectivement un rejet très profond de l'Occident, hein, mais au-delà de l'Occident, de certaines valeurs universalistes qui sont présentées justement comme des valeurs d'importation en Afrique venant de l'Occident. Je suis en total désaccord avec ça. Pour moi, il y a des valeurs universalistes qui s'appliquent à tout le monde. Pour moi, on ne peut pas être essentialiste. Pour moi, la démocratie, c'est la démocratie. Et après, effectivement, chacun peut se l'approprier à sa manière. La démocratie en Inde, elle n'est pas pratiquée de la même manière qu'à l'île Maurice, par exemple. Chacun se l'approprie. Mais la valeur de liberté, la valeur d'égalité des gens, la valeur de démocratie, d'élection transparente, je pense que tous les peuples doivent y avoir accès et que ça s'applique à tout le monde. Donc cette forme d'essentialisme qu'ont aujourd'hui les néo-panafricanistes, contrairement au panafricanisme originel, hein, celui des indépendances, me semble quelque chose d'assez à côté de la plaque. Alors, Salomé, on va parler du néo-panafricanisme et de ces alliances, en tout cas de ces schémas mentaux et des schémas mentaux aussi, disons, du conservatisme classique dans les relations entre l'Afrique et le monde. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment sur cette confrontation à fleuret moucheté entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Vladimir Poutine qui dit Macron, il est furieux parce qu'il a l'impression que je lui pique son Afrique, et Macron qui dit que Vladimir Poutine, la Russie est une force de déstabilisation globale dans plusieurs endroits, notamment en Afrique. Je pense pas que ça soit la bonne lecture des choses. D'abord, dans toute histoire, il y a une chronologie des faits. L'histoire, elle s'inscrit dans un temps. Donc, il y a des événements qui induisent, qui ont des conséquences, etc. Donc, aujourd'hui, la position de la Russie, après, on peut la qualifier. Elle part d'abord le désamour ou le rejet des politiques françaises pour certains États africains ne sont pas liés à Poutine ni à la Russie du tout. Elles sont liées aux politiques françaises menées depuis un certain nombre de décennies. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et faire une soupe dans laquelle tous les ingrédients sont mis dans la même sauce. Le rejet de la politique française en Afrique est lié à cette politique, est lié aux événements, au comportement de la France en Afrique, au soutien de la France aux régimes autoritaires et dictatoriaux. Alors, moi, je veux bien qu'on se prévale de valeurs universelles et qu'on se prévale de démocratie. Mais bon, les gouvernements français, les multiples gouvernements français des années 60 aux années 2000 en France, on pourrait lister le nombre de présidents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ils ont tous soutenu un parti unique, un président unique qui était élu à 99% lors d'élections. 33 ans de règne en Côte d'Ivoire pour Félix Houphouët-Boigny. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, le Zaïre, il y a le Congo, il y a le... Donc quand Cameroun. On parle... Non, mais voilà, exactement. Donc quand on parle de valeurs universelles sur la démocratie, c'est une nouveauté, c'est une découverte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça émerge tout d'un coup dans l'esprit de l'élite française. Bah, c'est bien que vous ayez découvert que ce soit universel. Enfin, c'est très récent quand même. Donc, pardon, mais... je finis mon propos. Donc on est...
je pense que les débats ne se situent pas là, s'il y a un rejet ou pas, si ce sont des valeurs universelles ou pas. On part des faits et de la réalité. Aujourd'hui, le rejet de ces politiques, elle est liée au constat que font les sociétés africaines. Le constat, et là je ne parle pas seulement des dirigeants, le constat, les populations on va restreindre un peu le champ et parler de la zone francophone, franc CFA. On pourrait lister l'ensemble de ces sociétés. Les avancées en termes d'alphabétisation, de couverture santé, de logement, de création d'emplois, de création industrielle, même d'avancées dans le système agraire, sont très très faibles depuis 1960. Et ça, c'est lié à la mainmise française dans cette région, par sa monnaie, puisque évidemment les politiques budgétaires sont très liées au franc CFA, et ce franc CFA est piloté par Paris. Bon, donc là, ça, ce sont des faits. C'est pas des mots, c'est pas de la littérature, c'est pas. Donc c'est bien qu'on revienne justement à cette confrontation. Donc la confrontation aujourd'hui, la mise en scène de cette confrontation entre les deux chefs d'État. Elle part d'abord c'est une. J'allais dire, c'est presque pain béni pour le président Macron, cette polarisation et le fait qu'on puisse ériger le président Poutine comme le grand bouc émissaire. Alors évidemment, son agression en Ukraine... Grand bouc émissaire de l'échec en Afrique. De l'échec en Afrique. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est que là, on a un ennemi tout désigné qui effectivement... peut être porter sur lui le fait qu'il manipule les masses, il manipule ces pauvres Africains qui d'eux-mêmes d'ailleurs n'ont aucune opinion sauf s'ils sont manipulés par les agents russes qui leur mettent des drapeaux dans les mains, etc. Je crois que ça c'est une lecture qui est très... alors ces phénomènes peuvent exister, hein, je ne nie pas, mais c'est très à la marge. La réalité c'est que le sentiment de rejet des politiques françaises et européennes, il est antérieur à cette manipulation ou tentative de manipulation par le pouvoir russe. Donc, je crois qu'il faut s'attacher au fond, polariser sur la présence russe. C'est une facilité de langage ici pour les opinions françaises et pour dire voilà l'origine de tous nos maux. En plus, par ailleurs, et c'est un deuxième aspect, par ailleurs, en effet, la Russie et notamment les BRICS, plus que la Russie, constituent pour beaucoup de dirigeants africains une émergence assez intéressante puisque c'est une alternative à l'ordre établi. Je voudrais qu'on et la donne la parole à capacité d'avoir un monde multipolaire. Et c'est ça qui est intéressant. Jean-Paul, quelque part, on explique que tout cela est marginal, mais Vladimir Poutine se moque d'Emmanuel Macron. Et on a vu par le passé, quand la France avait quelques querelles avec l'Italie de Matteo Salvini lors de l'alliance avec le mouvement 5 étoiles, le caractère néocolonial d'un certain nombre d'aspects des relations entre la France et l'Afrique était utilisé par les Italiens pour se moquer des Français. Et les Américains aussi ont souvent joué et ont souvent dénoncé de manière assez opportuniste la France-Afrique dans les querelles de puissance. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, alors qu'il expliquait que Wagner ne faisait que du business, aujourd'hui, quelque part quand même, il utilise ses gains en Afrique pour narguer la France. Et justement, les différentes analyses ici sont assez, à mon sens, elles sont exactes. Mais on oublie que ce n'est pas la première fois que la Russie vient en Afrique, si je peux me permettre, ce n'est pas ces derniers temps. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France est libérée par la Russie, je dirais, et les États-Unis, les Russes vont accompagner les luttes indépendantistes en Afrique. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous, on vient de libérer la France qui était occupée par l'Allemagne, et puis la France est à la tête d'un empire colonial
Pourquoi nous, on a fait la guerre pour eux, on les a libérés, et puis eux vont s'en sortir dans quelques années, ils seront une puissance mondiale. La Russie a accompagné certains leaders indépendantistes. Au même titre que les États-Unis, d'ailleurs, les grands ennemis russes et justement. américains taillaient des croupières à la Voilà. France, en Algérie, même au Cameroun avec Voilà, l'UPC. tout à fait. On sait ce qu'a été des mouvements des partis communistes en Europe ici pour un certain nombre de partis qui tentaient de lutter pour l'émancipation des territoires, je dirais, coloniaux. Donc, Dont le PDCI RDA de Félix Et de Houphouët-Boigny Houphouët-Boigny. jusqu'en 1947. et la Russie, peut-être Qui à était l'époque, naïvement, communiste. ils ont quitté l'Afrique. Les États-Unis connaissent l'Afrique. La première bombe nucléaire qui s'est abattue sur le Japon, l'uranium qui a servi à la fabrication de cette bombe-là, elle vient du Congo. À l'époque, Zaïre, elle vient du Congo, de ce territoire. Ils connaissent l'Afrique. Mais à un moment, certainement, je dirais naïf, ou bien peut-être ils avaient d'autres enjeux, ils ont quitté Ils l'Afrique. étaient affaiblis aussi. Aujourd'hui, la Russie vient en Afrique avec des dents bien longues. Pas pour simplement, je dirais, avec Wagner, faire du business, mais venir, comme on l'a dit, créer une zone d'influence pour des raisons géostratégiques. Et quand il le dit comme ça à Macron, c'est pas seulement pour se moquer, c'est pour le narguer, pour dire je suis en Afrique. Pas comme il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, pour me retirer après que je viens, j'y suis et j'y reste. Voilà le vrai débat pour moi, le vrai message que Poutine envoie à Macron et à la France. Maintenant, concernant les néo-panafricanistes, c'est vrai, les Africains ne sont pas cons. Si je peux me permettre cette expression, ils savent que les Russes qui arrivent, ils ne viennent pas parce qu'ils sont des philanthropes. Ils viennent certainement pour faire du business, peut-être pour être nos nouveaux maîtres. Mais cela est dû à, comme le disait Salamé, cela est dû au fait que la France a échoué en Afrique. La France n'a pas changé de prisme. Quand tu as regardé les jeunesses africaines, pendant près de 60 ans, la France a regardé l'Afrique comme l'Afrique était depuis qu'elle est arrivée à coloniser ce continent, en tout cas dans sa zone de prédilection. Aujourd'hui, les choses ont changé et les pouvoirs politiques français sont en train de se rendre compte qu'on s'est trompé. On s'est trompé, justement. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, les jeunesses africaines ont un autre discours, ils sont plus audibles, ils sont plus réceptifs à un autre discours, que c'est tellement le discours de Poutine, qui est dans cette logique de dire ils vont nous restaurer notre dignité africaine, ils vont nous restaurer nos ressources, ils vont nous restaurer plein de choses, mais en réalité, il faudrait qu'on soit capable de comprendre que ils ne viennent pas, ils ne sont pas des philanthropes, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ce pourquoi ils viennent, c'est ce pourquoi étaient là nos anciens colons. Donc c'est à nous. Alors on va bientôt clore cet aspect, mais je vais donner un peu la parole à Geneviève, puisqu'elle est un peu en minorité sur ce sujet, et notamment en la relançant sur la question du néo-panafricanisme dans les anciennes colonies anglaises. Au Ghana, au Nigeria, cette passion n'agite pas vraiment les jeunesses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique au pays d'influence française qui, effectivement, qui va au-delà de ce que la Russie a pu faire ou peut faire aujourd'hui, qui évoque un malaise vieux. Ah ben, on est complètement d'accord là-dessus. Loin de moi, c'est pour ça que je disais non, parce que loin de moi l'idée de défendre d'une pseudo-perfection de la France en Afrique, mais pas du tout. De la non, même j'imagine, manière, oui. Je pense que le double standard, quelquefois, dans la gestion de certaines crises ou de certains coups d'État, est quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui n'est plus compréhensible, qui n'est pas acceptable. Donc, on est parfaitement d'accord là-dessus. Cela dit, je pense qu'effectivement, il y a de la part de la Russie une volonté, on est d'accord tous les deux là-dessus, aussi quelque part de conquête. Et donc, c'est aux jeunes Africains, aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, aux Africains de savoir faire la part des choses et de rester très clairement à l'écart d'un nouveau maître, entre guillemets, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une relation de prédation, mais on le voit quand même en Centrafrique. Il suffit de regarder ce qui se passe en Centrafrique. La politique centrafricaine n'est pas décidée aujourd'hui par des Centrafricains. Donc juste
faites attention, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, Jean-Paul, on peut imaginer que cette dégradation des relations franco-russes, avec une France qui prend la tête du camp du non à Poutine sur l'Ukraine de manière de plus en plus forte, parce que au début, en 2022, c'était pas la même tonalité, c'était pas les mêmes accents. Et cette dégradation des relations franco-russes aura des conséquences en Afrique, notamment sur les gouvernements africains, qui seront peut-être sommés plus clairement de choisir leur camp. Emmanuel Macron avait fait une tournée en Afrique où il avait dit plus ou moins clairement que c'était pas une bonne chose d'être pote avec Poutine. Là, les choses peuvent se corser. Beaucoup de pays ont choisi leur camp. On parle beaucoup des pays de l'AES, mais ils sont nombreux ceux qui jouent les uns contre les autres, qui sont potes avec la France et potes avec la Russie, si je peux utiliser cette expression. Je pense au Cameroun de Paul Biya, je pense même au Tchad. Le petit Mahamat Kaka. Et à peu près partout. Un peu à la RDC, non ? Là, on sent un RDC. retour d'une guerre froide qui ne dit pas son nom. Il y a des modifications, des révisions qui seront peut-être nécessaires. Oui, de ce côté-là. justement, Théo. Peu de présidents sont aussi fidèles qu'Alassane Ouattara à la France, par exemple. Bon, Ils sont très peu nombreux. tu as dit, je ne reviendrai pas là-dessus. La réalité, c'est que le monde s'est bipolarisé, c'est fini. Le monde unipolaire, après 90, le mur de Berlin, comme on dit, est tombé, tout ça, c'est fini. Le monde est bipolarisé désormais. Donc, aux Africains de regarder où se trouvent les intérêts et d'y aller. Ça, c'est une réalité. Et puis, deuxièmement, la France est en train de mal apprécier aujourd'hui l'attitude des Africains. Et comme le disait tout de suite Geneviève, cette tendance que les Occidentaux ont à vouloir universaliser même leurs émotions. Parce qu'en Ukraine, il y a des gens qui meurent, les Africains doivent souffrir pour ça. Non, ce n'est pas notre problème. C'est un problème Absolument. universel. Mais en revanche, Mais c'est un justement, problème Toute ouvert. personne qui meurt. Justement, Le problème, c'est qu'effectivement, le deux poids, deux Justement, mesures, c'est que les gens qui meurent en Palestine aujourd'hui, intéressent moins les Occidentaux. Quand c'est des Occidentaux qui en meurent RDC, ou des ou au Européens Congo. qui meurent, l'émotion n'est pas universelle. Mais dès que c'est en Europe, l'émotion doit être universelle. Les Africains doivent s'émouvoir de la mort en Ukraine. Mais le monde ne s'émeut pas de ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, aujourd'hui, il y a des millions de morts. Pas seulement par les balles, mais la faim est en train de tuer les gens. Et les On Africains voit- même n'intéressent pas beaucoup les morts du Soudan. Mais justement, ça c'est quelque chose de grave. Donc, arrivé à ce niveau, Macron est en train de se tromper pour ma part en essayant de dire aux Africains, à l'élite africaine, de dire que voilà ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Ce type-là, il n'est pas bon, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais franchement, pour les Africains, Ça passe largement. l'Ukraine est au-dessus de la tête. loin d'eux. L'Ukraine est très très loin d'eux. En dehors peut-être des conséquences sur leur nourriture, parce que beaucoup Le blé. d'Africains, le blé, parce que beaucoup d'Africains ont les civilisations, surtout dans les anciennes colonies françaises. La société ivoirienne est la plus occidentalisée aujourd'hui. À midi, du matin au soir, c'est des pâtes à table, c'est le fromage au frigo, c'est le pain, du coup. Mais ils sont en train de trouver des solutions, ils sont en train de trouver des alternatives à ces questions qui sont liées aux importations, par exemple, de nourriture dans le secteur de l'alimentation. Aujourd'hui, ces pays-là sont en train de créer. Qui pourrait imaginer aujourd'hui que le Mali pourrait être l'un des pays producteurs de riz? Aujourd'hui, le Mali produit du riz et ils arrivent à s'autosatisfaire. Aujourd'hui, ils sont en train de trouver cette alternative à ces questions liées aux importations d'aliments. Sur les questions de l'industrialisation, ils sont en train avec certainement de nouveaux partenariats qui sont en train de lier avec des nouveaux accords, même de défense. Imaginez Tshisekedi au Congo, RDC qui va signer devant aux yeux de tout le monde un accord de défense avec la Russie. Mais oui, c'est ça. Bon, Mais parce sans que- trop l'assumer. Hein. Bon, ils n'osent pas l'assumer, mais tout le monde le sait, c'est fait. Voilà, mais parce que dans sa région, dans l'est du Kivu, les Américains, les Européens, les Occidentaux sont en train de soutenir Kagame. En tout cas, ils ne sont pas clairs. Voilà. Salomé, vous êtes membre du PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, débarqué par la France de Nicolas Sarkozy après des relations compliquées avec l'ancienne métropole durant toute la période où il était au pouvoir. Le PPACI n'est pas très loin de l'alliance des BRICS. Comment regardez-vous ces derniers développements? Est-ce que, après avoir été stigmatisé comme communiste, cette tendance politique va encore retourner pas dans l'ombre, mais disons au nombre des ennemis stratégiques de l'ancienne métropole? Alors,
parce que les communistes des années 80 étaient stigmatisés, ils sont devenus des sociaux-démocrates avec l'ouverture démocratique. Puis bon, Laurent Gbagbo, de manière spécifique, a été restigmatisé. Et là, être pote avec l'alliance des BRICS, c'est peut-être une manière de se refermer des portes en France. Portes, je ne sais pas si jamais elles ont été ouvertes. Donc, pote est un bien grand mot. Il se trouve que nous avons effectivement un vice-président en charge justement des partenariats panafricains et de l'extension du panafricanisme au sein du PPACI qui se nomme Awa Don Melo. Et il se trouve que Awa Don Melo est par ailleurs également a été nommé très récemment, là en fin d'année 2023, vice-président de BRICS Alliance. Alors BRICS Alliance, c'est, je ne sais pas les BRICS, hein, c'est Alliance, c'est ce qui rassemble tous les pays justement non membres des BRICS, mais qui sont d'ores et déjà unis par des projets communs et en partenariat financés par la Banque de développement des BRICS. Donc, c'est pour le PPACI et pour nous, Ivoiriens, on considère que c'est plutôt une chance et une opportunité. Et par ailleurs, il est en charge précisément du développement des partenariats sur le continent africain. Et comme je le disais tout à l'heure, cette opportunité, c'est pas tellement en termes politiques qu'on juge les choses. C'est vraiment en termes d'opportunités de développement. C'est des respirations économiques. C'est une respiration économique. Il n'échappe à personne que les besoins en financement du développement ivoirien, mais on va dire plus largement de toute la sous-région, sont colossaux. Et aujourd'hui, on part plutôt dans une situation extrêmement fragilisée, puisque nous sommes en dette. Nous sommes hyper endettés. Donc, nous sommes totalement pieds et poings liés à nos créanciers. En fait, après le désendettement du début des années 2010... La décennie Ouattara nous a totalement englués dans une dette colossale. Et quand on dit colossal, c'est vraiment abyssal. C'est une manière de préparer l'avenir. Elle est remoussable. Elle est La Côte d'Ivoire dispose de ressorts, de soutien, de leviers pour pouvoir rembourser cette dette. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de notation américaine Moody's. Bien sûr. Mais vous voyez bien qu'on est dans un système où c'est l'agence de notation Moody's, ce sont nos créanciers qui jugent. C'est la raison pour laquelle ils continuent. De la planète, hein, pas juste. Mais les agences de notation, elles ne sont pas très Alors, fiables. c'est une bonne remarque parce que c'est le sujet, c'est tout l'enjeu des BRICS. C'est quand même du monde bipolaire ou multipolaire, plus que bipolaire, que souhaitent les BRICS. Parce que les BRICS, c'est pas un ensemble tout à fait uniforme, hein, faut pas s'y tromper. Ils ont des convergences d'objectifs, mais ils ont des divergences de stratégie et de vues. Il y a peu il n'y a pas une politique unie, puisque un grand acteur comme la Chine, un autre comme la Russie, ont des spécificités radicalement différentes. Et aussi pas le même système politique, parce que le Brésil et l'Afrique du Sud sont des démocraties à l'occidental. Donc, ils ont des objectifs communs, mais il n'y a pas aujourd'hui de stratégie commune, unilatérale, etc. C'est pas possible, ce sont des grands acteurs totalement différents. Mais pour revenir aux BRICS, ce qu'ils apportent au monde, et notamment le Sud global, comme on veut l'appeler, c'est un chemin vers une dédollarisation du monde. Et donc vers, en effet, l'accès à des possibilités de développement et de financement d'infrastructures qui seront tout à fait différents par rapport au système je trouve que c'est très intéressant ce que Salomé dit. Vous faites du conseil en stratégie politique, et il est évident, quand on est un responsable politique africain, qui a... on parle de la
prédation supposée, en tout cas documentée, de Wagner sur certains pays. Sur Mais de manière générale, l'entrée de la Chine, par exemple, sur le continent africain, que beaucoup de gens avaient contesté en parlant de Chine-Afrique, a été une respiration. La multiplication des partenaires est une respiration. Les pays arabes, du Golfe. Du coup, la parole d'un Emmanuel Macron qui viendrait dire voici le mal, elle est difficile à entendre dans la mesure où, d'un point de vue économique... Oui, enfin, je pense qu'il ne parle pas d'économie quand il dit voilà le mal. Tout est lié. Oui, enfin, il parle aussi de désinformation, il parle d'un certain nombre de choses qui sont quand même réelles. Les fermatrolls, ça existe, la désinformation sur la France, ça existe, l'histoire du charnier de Gossy qui n'a pas été fomentée par la France, ça existe. Enfin bon, il y a quand même, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que la France est blanc-bleu, mais il y a quand même une campagne de diabolisation au Sahel de la France qui est l'alpha et l'oméga de tous les maux du continent. Donc il faut aussi arrêter. La France n'est pas parfaite, mais la France n'est pas non plus démoniaque. Après, concernant les BRICS, non, la France n'est pas plus démoniaque. Non, tout à fait. Mais la France, ce n'est pas l'intérêt des gens. Les Africains n'ont pas pour objectif de juger la France constamment. Mais il ne non, faut pas pardon. être au centre. C'est une vision très nombriliste Mais quand même. c'est pas vrai. Non, Absolument. les gens, non, vraiment, concrètement, permettez-moi de vous répondre, mais les propos immondes. Vous avez le temps de vous quand répondre. vous vous promenez en Côte d'Ivoire, moi j'ai peu fait, je connais un peu l'Afrique du Sud, je connais pas le Niger par exemple, de toute façon on ne peut plus y circuler, mais je vous conseille d'ailleurs de visionner un très beau reportage fait par Claude Garnier qui s'appelle Zone Rouge sur le Niger, documentaire, on fait parler plusieurs acteurs. Le besoin des populations, c'est du développement. Mais donc bien c'est sûr. pas de savoir si Mais on diabolise ou pas la France. Mais il y a une mise La en France scène n'est quand pas. même de Mais ça l'inimitié. nous intéresse nous ici. Ça intéresse les médias français, les élites françaises, les gens à Paris. Ils aiment bien s'auto-regarder. Mais l'opinion africaine est quand même aussi... Elle est assez friande de ça aussi. Oui, quand même. Enfin, écoutez. Quand même. Je sais L'opinion, pas. en tout Alors, cas, on dans se les promène anciennes pas dans les colonies. mêmes endroits. Moi, quand je vais Peut-être c'est un divorce... quand je vais à Bingourou, à Mans ou même à Abidjan dans Saint-Acatier, franchement, personne ne me parle de ça. Donc je pense pas que ce soit... À Mans, oui, mais à Abidjan, quand même, la mémoire, par exemple, des événements Oui, mais là, de ces ils n'ont dernières pas besoin décennies. des trolls russes Non. pour savoir qu'on leur a tiré dessus. Mon frère qui était sur le parvis de l'hôtel Ivoire en 2004 n'a pas besoin des trolls russes pour savoir que l'armée française est là pour tirer sur les civils ivoiriens. On n'a pas eu besoin des trolls russes. L'armée française Donc, n'est pas là, par principe, pour en tirer sur les... 2004, Non, en oui, 2004 je d'accord, parle ok. d'un fait précis. D'un fait précis, oui. vécu. Post-Bouaké, Pas par oui. moi, par mon frère, jeune frère. Ce que je dis, donc ça reste dans la mémoire des gens et des peuples. Puisqu'aujourd'hui, sur l'Ukraine, on nous rappelle l'Holodomor, on nous rappelle les pogroms, enfin, on va chercher loin le ressentiment des gens. Nous, c'est 2011. Donc, c'est pas l'Holodomor, c'est pas au début du siècle, c'est 2011. Donc, permettez aux gens sur place d'avoir une mémoire de ce qui leur est arrivé et effectivement d'avoir des réflexes un peu pusillanimes quand on leur parle des bases françaises pour dire qu'elles sont là pour assurer la sécurité du territoire ivoirien. On est un peu... voilà, il y a un petit peu de réticence. Je pense que la Donc, question, c'est la pas- question des bases françaises c'est- est en train d'être c'est pas- discutée. voilà, Je pense c'est- que vous allez donc avoir des c'est- surprises à Geneviève, cet égard. Non, mais bon, juste je finis sur ça. Je pense qu'on en fait beaucoup sur la désinformation russe et tout ça. Certes, elle existe. Elle existe, etc. Mais ce n'est pas l'élément majeur qui fait basculer les opinions africaines. Elles ont déjà basculé et sur des faits, pas sur de la désinformation et des campagnes de propagande. Alors ces campagnes, elles viennent, je dirais, elles surfent sur la vague presque, mais la réalité du sentiment de rejet, et qui n'est pas contre le peuple français, hein, qui est contre les politiques menées. C'est-à-dire on change de politique et l'amour revient. C'est très simple, hein. Donc on change de politique ici en D'autant France. plus que d'un point de vue et l'amour culturel, reviendra. d'un point Donc- de vue culturel quand même, il y a, Oui. d'un point de vue politique, il y a disons, ceux des amours, et d'un point de vue culturel, il y a cette créolisation, comme Exactement. dirait Jean-Luc Mélenchon, qui existe, et notamment dans la Coupe d'Afrique des Nations et l'incarnation, avec notamment l'entraîneur ivoirien, Emerse Tout à Faé, fait. et les joueurs franco-africains. Ce qui veut dire que
quand même, les sociétés ne sont pas... Ivoiro nantais. Il a eu une réception à Nantes. Les sociétés sont beaucoup moins dans la conflictualité que les discours politiques pourraient donner à le faire entendre. Un petit mot de fin, Geneviève. Alors sur quoi, je ne sais plus. C'est justement sur la question de la diabolisation de la France. Je pense qu'elle est quand même réelle. Dans l'esprit, non, Geneviève, Dans l'espace Sahel. Tu ne peux Je pas parle dire, de l'espace tu Sahel peux pas dire ça. C'est pas la désinformation des Russes. Non, tu peux pas, on peut pas te laisser dire ça. Je pense qu'il y a actuellement un discours de propagande. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, la diabolisation de la France est réelle aussi. Barkhane avait plus de 5000 soldats au Mali. C'est ça. Ouais. On a vu pendant près d'une dizaine d'années, ça n'a rien donné. Ils ont été présents au Burkina. Ça n'a rien donné. Écoutez, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Bien au contraire. Ça a empêché la chute de Tombouctou et de Bamako à un moment. Mais si, enfin, Ça, c'est pardon, l'ultra-fake news. je parle de Ça, c'est Serval. le- Je parle de non. Serval. Je pense Bon, que... ça, Bah, c'est On va l'ultra-fake continuer, news. on ne sera pas C'est vrai que d'accord ça va très bien là-dessus. actuellement au Je pense Mali. que Bamako ne serait Et ça pas va tombé, beaucoup mais mieux au Tombouctou, Niger peut-être, depuis oui. que On va Mohamed Bazoum n'est plus évoluer là, c'est vrai. dans la On va discussion. dire ça.